ce que vous dites. J'ai l'impression qu'il y a une bande de faux frères, pour les appeler par leur nom, qui rêvent d'une professionnalisation de l'armée qui permettrait ensuite un glissement dans le temps. Et qui permettrait, alors, évidemment, des grades plus prestigieux, des honoraires peut-être aussi plus prestigieux, et qui sont tellement fascinés par cette armée de l'OTAN, qui n'est plus rien du tout, en plus, c'est pas, mais que cette tendance existe. Je pourrais vous en citer quelques-uns, je ne le ferai évidemment pas, mais on sent que parfois, il y en a, quand on les interviewe, oui, mais la question est complexe, l'OTAN, peut-être sa légitimité, c'est des gens que je considère comme extrêmement dangereux, parce que c'est des faux culs en casquette. Moi, je pourrais peut-être compléter, puisque quand on a fait on a décidé de faire cette tournée avec Medov, on a dit à tous les comités d'initiative, ben voilà, on est derrière vous, on vous propose le regard de l'histoire, si vous voulez organiser des choses dans votre canton, n'hésitez pas, on vient, on se met à disposition. Alors, je vais prendre le cas de Neuchâtel, par exemple, où on s'est adressé, donc on voit que c'est déjà verrouillé par une certaine... je ne connais pas en Valais comment c'est, je vous donne le cas de Neuchâtel, où c'est verrouillé par l'armée, la tête, le canton de Vaud c'est pareil, Genève c'est encore pire, et donc ces gens-là s'assurent que toute l'information passe par eux, puisque comme c'est le comité d'initiative, c'est ceux qui se mobilisent contre cette votation. Et donc tout passe par eux, donc ils ont l'info, mais ils font rien, ils font absolument rien. On a fait une conférence à Genève, à Villa Dufour, on était une soixantaine. Ils ont saboté jusqu'à la dernière minute. On n'était même pas sur le programme. La Société militaire de Genève était d'accord. Après, quand il a fallu mettre la signature, on ne trouvait plus le gars qui signait. Après, c'était un autre colonel, mais on ne le trouvait plus non plus. Et puis, c'est la veille qu'ils ont décidé qu'ils allaient lui soutenir massivement, dimanche soir, pour lundi soir. Ça, c'est comme ça. À Neuchâtel, on leur a demandé il y a 3 semaines. On a dit on est à dispo, nous on connaît personne à Neuchâtel, mais on vient, organisez-vous, nous on vient juste comme ça en appui. Et donc ils ont fait passer des mails entre le comité romande pour une défense crédible, qui chapeaute un peu tout ça, mais qui n'intervient pas parce que c'est les comités cantonaux qui font. Et puis ils ont fait un mail comme quoi oui ça les intéresserait. Donc ils ont laissé une copie chez nous pour qu'on voie que ça répond, mais sans nous appeler. Et puis c'était samedi, où ils nous envoyaient un mail pour dire qu'ils avaient fait quelque chose la veille et que à Neuchâtel, ça les intéressait pas, mais qu'ils nous donnaient beaucoup tous leurs meilleurs vœux pour notre combat. Je vais quand même expliquer que si notre combat résumait la réponse tardive, parce qu'en fait le but c'est pas seulement de rien faire, c'est de faire en sorte que les gens croient qu'ils vont faire pour qu'ils ne fassent pas eux. Et donc ce sabotage comme ça, dont on ne peut rien prouver, c'est tout du diffus, c'est du sous-marin. J'ai appelé ça de la sournoiserie, de l'otanisation sournoise, c'est un peu ça. Et c'est ces gens-là qui nous font peur, parce qu'ils verrouillent toute l'info. Et voilà, alors c'est pas tous les officiers comme ça, hein, je ne veux pas tirer sur tout le monde que vous voyez dedans, mais moi, ce que j'ai peur, c'est ce qui vient d'en haut, de tout en haut. Mais peut-être que M. Fournier, vous pouvez dire, parce que vous avez un autre comité ici, il y a moins de militaires, enfin, je ne sais pas. Il y a moins de militaires. Oui, si vous permettez, puisque vous passez la parole aux Antilles. J'aimerais juste d'abord vous remercier pour cette conférence, parce que l'éclairage historique, en général, c'est le fondement de beaucoup de choses. Et vous l'avez dit, lorsqu'on n'enseigne plus l'histoire à l'école, après il ne faut pas s'étonner qu'on mélange les valeurs en importance et même parfois des valeurs avec des non-valeurs. Mais il y a deux choses. Il y a plusieurs choses qui me font quand même réagir avant de parler du comité de soutien. Donc d'abord, je suis membre de la commission de politique de sécurité du Conseil des États. On siège régulièrement et on connaît bien, le profil des gens qui participent à ces commissions avec les objectifs qu'ils cherchent, avoués ou non avoués. Alors la première chose que j'aimerais dire, c'est que j'ai entendu dans la présentation de M. Studer dire que c'était une gauche idéaliste qui défendait cette initiative.
c'est absolument pas une cause idéaliste, ce n'est pas idéaliste du tout, parce qu'elle sait pertinemment que c'est un leurre, et que ça ne fonctionnera jamais, parce que ça n'a jamais fonctionné à nulle part, vous l'avez dit, mais elle le sait aussi, d'ailleurs, vous posez la question à Nicolas Ballon, il rigole, parce qu'il vous dit, mais vous êtes le seul à croire qu'une armée de volontaires, ça va fonctionner, parce que nous, on ne croit pas non plus. Donc, il propose au peuple une solution à laquelle il ne croit pas du tout, parce que le vrai but, c'est de supprimer l'armée purement et simplement, c'est pas d'en faire une armée de volontaires. Ça, c'est la première remarque. Une autre remarque, c'est, vous avez dit aussi dans l'introduction, que comme tout le monde, lorsqu'on a reçu nos papiers militaires et nos convocations, c'est pour ça que je prends Nicolas à témoin, on a fait la gueule parce qu'il fallait faire. Pas du tout, en tout cas moi je suis parti à l'école de recrue et je sais que toi aussi, on était avec un certain enthousiasme. Bon, des fois on a eu le caca qui a baissé pendant les exercices, mais on était en tout cas fiers et contents et j'ai toujours gardé d'excellents souvenirs et heureusement que j'ai fait ces écoles militaires parce que dans les situations les plus difficiles, au gouvernement notamment, des situations de crise, autant politique que par rapport aux catastrophes naturelles, parce qu'on a le Valais, c'est assez récurrent, on a ça. Là, je peux vous dire que ce qu'on a pris au niveau militaire, la manière d'agir, des principes extrêmement simples. C'est urgent, donc j'attends pour réfléchir. Donc plus la situation est dangereuse, plus la réflexion doit être profonde. Elle ne doit pas être lente, mais elle doit être approfondie pour de manière à prendre des bonnes décisions. Et ça m'a servi dans plusieurs cas de figure. Alors ici, dans ce cas-ci, quand vous avez un adversaire qui propose une chose dans laquelle il ne croit pas non plus, parce qu'en fait, ce n'est pas son objectif, l'objectif réel, c'est de bousiller l'armée, eh bien, il faut aller chercher comment se fait-il qu'il a la force de faire ça, parce que dans notre démocratie, alors qu'on a refusé, le peuple a refusé combien de fois d'envoyer l'armée? Nombreuses fois, et on revient, c'est récurrent. Mon analyse personnelle, mais ça, je la partage qu'avec moi, mais dans la commission, je sais qu'il y en a plusieurs qui pensent comme ça aussi, pour en avoir discuté extramuros. Depuis la chute du mur de Berlin, dans les pays occidentaux, en tout cas en Europe, et en Suisse encore plus qu'ailleurs, on n'a pas mené, par rapport à l'armée, une politique de sécurité et de défense. On a mené, par rapport à l'armée, une politique budgétaire. Et on a amené une politique budgétaire où l'aspect sécurité, prestations militaires, prestations à la population, nul. Tout ce qui comptait, c'est combien ça coûte, et l'année prochaine, ça coûtera moins. Et bien souvent, au milieu de l'année, on en oublie encore 300 ou 400 millions. On imagine, il n'y a aucun département, aucune organisation de la confédération étatique ou privée qui peut fonctionner si en cours de budget, tout d'un coup, surtout une institution comme l'armée, on supprime encore ici 300 millions, là 400 millions. Parce qu'on estime qu'il faut le mettre dans la recherche ou dans les assurances sociales, parce qu'on a fait un trou dans l'assurance sociale. Donc c'était vraiment catastrophique, chaotique, et ça explique, et là je viens sur les officiers qui sont un peu, non seulement un peu, mais qui voient briller les étincelles de l'OTAN encore maintenant, alors que c'est bien dépassé, ben, ce sont aussi des gens qui ont été déçus, parce qu'ils ont été trompés pendant des années. Qu'on leur a promis, qu'on les a engagés, qu'ils ont versé de leur sueur, donné de leur temps, et parfois même sacrifié leur famille, parce que les instructeurs c'est pas facile, n'est-ce pas? Et puis qu'ils se retrouvent après 15 ans, 20 ans de carrière, ce que je souhaite à personne, et puis avoir la conviction ancrée en soi qu'on a été trompé sur le fond, que la mission, tout ce qu'on a donné finalement, on a donné pour une chose qui n'en vaut pas la peine, parce qu'en haut, on en a fait une chose qui n'en vaut plus la peine. Et ça, c'est terrible, parce que là, vous pouvez avoir toutes les dérives possibles et imaginables. De là à voter cette initiative, certains, je pense qu'ils le font, et qu'ils le feront. Mais c'est malheureux, parce que finalement, c'est mettre son propre vécu, sa propre déception, avant l'intérêt général du pays. Mais il y a des raisons à tout ça, il y a des vécus qui font que... Alors maintenant, on en est à la redéfinition pour la... je ne sais plus combien de fois, l'émission de l'armée, n'est-ce pas? Mais ça fait quand même 3 ans qu'on est arrêté sur ce qu'on appelle un profil de prestation, où on sait ce qu'on veut, en tout cas le plus petit dénominateur commun politique, de ce qu'on entend par la sécurité que l'on veut offrir à la population. Et c'est notamment, pour vous donner un seul exemple de ces prestations, c'est l'importance par exemple de pouvoir assurer
le fonctionnement de certains nœuds dans les réseaux. Et dans les réseaux, il y a plusieurs réseaux. Les réseaux informatiques, la télécommunication. On s'imagine que, par exemple, si le centre Swisscom de Zurich devait être détruit ou endommagé ou mis hors service pendant ne serait-ce qu'une semaine, ce serait une catastrophe nationale au niveau économique majeure. Alors on a défini ces points qui sont les réseaux électriques, les réseaux de transport, les réseaux de télécommunications, etc. Il y en a un peu moins d'une centaine en Suisse. Je ne veux pas dire tous les... On les connaît, mais il y a des chiffres qu'on ne peut pas donner, mais qu'on donne quand même quelques ordres de grandeur. Et c'est ce qui a fait, par exemple, cet aspect-là, c'est ce qui a fait que le Parlement, la majorité du Parlement, a refusé le budget à 4,7 milliards du Conseil fédéral avec une armée de 80 000 hommes, parce que le Conseil fédéral fait une appréciation politique budgétaire de nouveau. Il n'a pas fait une approche sécuritaire et d'appréciation, parce qu'on s'est aperçu dans les commissions de sécurité qu'avec ce que nous proposait le Conseil fédéral, eh bien, ces installations, on pouvait en garder 17%, je crois, mais seulement sur une période de 3 semaines. Parce qu'après, il faut faire la relève, puis comme on n'a pas assez de soldats, à 80 000 soldats, on ne peut pas faire la relève. Donc, on peut dire, on doit dire à la population, si on ment pas à la population, écoutez, en cas de crise majeure, attentats, etc., comme on a frisé le code, par exemple, avec Kadhafi, parce que les menaces ont été beaucoup plus fortes que celles qui sont connues lorsque Kadhafi a eu des démêlés avec le pays, eh bien, on doit se tourner vers le peuple et dire, écoutez, voilà, l'armée qu'on a gardée, qui est actuellement encore une armée de 180 millions de francs sur le papier, mais dont seulement 30% est équipée. Alors, est-ce qu'on parle d'une armée à 30% équipée? Pour moi, c'est une armée qui est à 30%, qui est pas à 100%. Et puis dire à la population, ben voilà, on est capable de vous assurer, Swisscom, le centre des échanges, des croisements, des lignes à haute tension, à haute tension, etc. On vous les garde pendant 3 semaines. Puis après 3 semaines, ben, je ne sais pas, on va demander peut-être aux Français, ou je ne sais pas qui, de nous aider, parce qu'on n'a plus les moyens. Mais on n'a jamais le courage de le dire. Et dans les commissions, notamment les politiques de sécurité, ce sont les questions qui ont été posées, on a demandé des calculs, des planifications. Autrement dit, on a recommencé à construire l'armée qu'on a détruite pendant 15 ans. Mais ça va prendre du temps. Moi, je vous dis, je pense qu'on va gagner ce combat-là. Mais il ne faut jamais le dire avant, parce qu'il ne faut jamais démobiliser, c'est démobilisateur. Mais parce que la population, elle a quand même besoin de sécurité évident, de stabilité. Mais ça c'est un point. Mais c'est le début d'une reconstruction qu'il faudra mener pendant les 5, 10 ou 15 prochaines années, si on veut tout simplement avoir une armée qui reste crédible, pas seulement crédible vis-à-vis du citoyen, mais crédible dans la qualité des prestations qu'elle est capable d'offrir. Et c'est ça le grand enjeu. Voilà, maintenant j'en ai assez dit, mais je participe tout à fait à vos préoccupations, et je pense que l'histoire devrait offrir aux citoyens moyens, ce que nos parents ont eu, eh bien, déjà une capacité pour apprécier la situation qui est nettement meilleure que celle qu'ont actuellement nos jeunes qui n'ont pas d'instruction sur l'histoire politique aussi, que je sais que c'est très attaché à la compréhension de l'histoire politique. Donc c'est vrai, ça construit un pays, il faut savoir d'où on vient, il faut savoir où on va, n'est-ce pas? Bonan disait l'oubli du passé déshérite l'avenir. Voilà. Ce qu'on a vu dans les 3 derniers débats qu'on a eus, c'est dans la salle, cette préoccupation du public, du citoyen devant une armée qui ne va pas dans le sens d'une protection milicienne aujourd'hui. Donc on est sur des concepts qui sont à la masse. Mais ça, moi je suis dans la finance, c'est exactement comme dans la période des subprimes. Le gars qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire, il voit que sur du pourri, si on met une chape en béton, ça ne va pas tenir. Mais il y aura un prix Nobel qui va venir vous prouver que la pourriture n'étant pas la même, et que la planche n'étant pas du même bois, et que la probabilité que ça tombe en même temps, elle est de 20%, donc machin. Le peuple, lui, il voit qu'aujourd'hui, l'armée de milice, elle ne tient pas la route. Le principe, et on se pose la question, nous, d'ailleurs, on va faire un certain nombre de propositions. Il y a des choses, à mon avis, simples, c'est qu'on doit penser concept. Le concept, c'est de dire, déjà, au niveau du prix, il faut parler au niveau de termes du PIB. C'est pas normal que l'armée aille quémander de l'argent pour travailler. Donc, il y a un pourcentage du PIB, on ne pose plus la question.
Jean-Jacques, toi tu parlais de l'assurance. Disons peut-être quelques mots sur l'assurance. On regarde dans votre budget, combien vous payez pour l'assurance? Je ne prends pas que la maladie, je prends la maison, je prends tout. Là, au niveau budgétaire, moi j'ai les chiffres 2011, peut-être vous avez des chiffres plus précis. Pour l'armée, c'est 0,67%. Il faut arrêter de dire que c'est cher, quoi. Donc, on est surassuré sur tout, puis sur un truc qui est vital, on n'est même pas capable de mettre les moyens à disposition de cette armée. Et ça va pas. Donc il y a ça, le nombre des hommes, ça ne doit pas être mis dans la Constitution, c'est aberrant au niveau du bon sens d'aller dire qu'on veut 20 000 ou 50 000. C'est la menace qui décide. Si tout d'un coup j'ai besoin de mobiliser 10% de la population, je dois être capable de le faire. C'est ça qu'il faut regarder, c'est le concept fondamental de la milice. La milice, c'était de mettre en temps de paix des gens qui sont capables, qui sont fit, qui savent tirer. Donc ça veut dire aider les sociétés de tir, aider les choses hors service, pour que les gens, ils arrivent à être prêts, que si le jour on a besoin d'eux, ils puissent venir sans que ça coûte. Donc il y a à mon avis, il y a une certaine frustration dans le public qu'on a vu jusqu'à présent, de dire, bon, il ne faut pas se tromper de combat, c'est pour l'armée, mais ceux qui sont là, ils sont bien mal aussi en point, et on sentait toute cette frustration des gens qui cherchaient des réponses quand même par rapport à l'armée de milice. Il faut que l'armée de milice reste une armée de milice, pas juste de nom, mais qu'on lui donne ses moyens. Je vous laisse réagir. Oui, messieurs, déjà, merci pour cet éclairage particulièrement intéressant. Et merci pour l'organisation, parce qu'on a eu l'occasion d'en parler. Bon, on n'est pas là pour s'étriper entre nous. Quand je dis nous, c'est peut-être pas mal de gens qui sont ici, le lobby des citoyens, et puis justement, ces gens qui ont cru pouvoir concevoir cette campagne comme une espèce d'opération militaire décidée d'en haut par une clique de généraux, de colonels IMG, etc. J'ai dit à Carteron. J'ai pas osé dire, ça fait mauvais genre. Non, mais on s'est aperçu qu'il y a peu de place qui avait été laissée à d'autres types d'initiatives, que dès l'instant où il y a certaines initiatives qui sortent un petit peu d'une image complètement conventionnelle qu'on peut discuter, alors ça fait tout de suite des cacas nerveux au CRDC ou je sais pas où. Donc j'ai beaucoup apprécié la contribution de ce soir. J'ose dire que, comme monsieur le conseiller aux États, Jean-Pierre Fournier, et apparemment son voisin, je fais partie de ceux qui sont partis, pas la fleur au fusil, parce que j'en avais pas à l'époque, mais qui sont partis avec le sourire, parce qu'il y a encore dans ce pays, il y en avait à l'époque, mais je suis sûr qu'il y en a encore des gens qui ont envie de faire du service et puis qui ont envie de faire cette forme de service à leur pays. Bon, moi je crois que on doit adapter la campagne à la menace que représente, c'est-à-dire à l'objectif véritable de cette initiative. On doit défendre la milice, mais on doit d'abord défendre l'armée. Parce que l'objectif des initiants et de ceux qui les soutiennent, c'est l'armée. Donc, ce qu'on doit défendre, c'est l'armée. Et puis, un des moyens, alors je rebondis sur ce qu'a dit tout à l'heure Jean-Né Fournier, il a parlé des bons souvenirs que lui-même a, et puis qu'on est quand même quelques-uns dans cette salle, déjà, à avoir conservé de notre service militaire. Au lieu parfois de grandes affiches, etc., qui coûtent cher, etc., moi je pense qu'une des choses qu'on doit faire, c'est inciter nos concitoyens, ceux qui ont fait du service, à se souvenir de ces bons moments. Parce que même des gens qui ont fait du service, puis qui n'ont pas toujours été follement enthousiasmés, même eux, ils ont passé des bons moments. Donc, c'est peut-être un peu... C'est pas un argument très rationnel, mais je crois que c'est un argument qui peut parler, et puis c'est ça qui peut donner envie de défendre l'armée, et en défendant l'armée, on va aussi défendre la milice. Ça va dans les deux sens, à mon avis. Et puis on peut montrer aussi certaines choses. On a vu que dans certaines catastrophes, je crois que ça a été plus ou moins démontré dans je ne sais plus ce qu'il y avait eu pour un naufrage de ferry ou je ne sais pas quoi. Donc il y en a plein qui paniquaient, et puis la plupart de ceux qui arrivaient à prendre des mesures
pour aider les autres, c'était des policiers, des ambulanciers, toutes sortes de personnes qui sont habituées à vivre ou à gérer certaines crises, et, évidemment c'est là que je veux en venir, des militaires, bien sûr, de tout grade, de toute formation, etc. Donc, et puis ça se justifie d'autant plus de parler d'essayer de défendre l'armée en général, qu'on s'aperçoit qu'il n'y a aucun projet qui est là derrière. Hein, parce qu'on voit que si l'initiative est acceptée, alors officiellement il pourrait y avoir en pure théorie une armée qui resterait de milices mais de volontaires. Il n'y a personne qui a un projet. Il y avait un projet du Parti Socialiste qui valait pas tripette, mais enfin il y avait un projet, il y a des écrits encore, sauf erreur, on n'en entend plus parler, c'est juste ou bien dans cette campagne. Il n'y a plus personne qui nous parle de ça. Donc il n'y a pas un seul concept, personne qui nous dit oui, avec 12 soldats et demi, on arriverait quand même à défendre le pays, puis à remplir des... Personne n'ose même nous raconter des conneries comme ça. Donc c'est la démonstration qu'en fait, on est en train de se battre pour défendre l'armée. Et alors, si on veut défendre la milice avec l'armée, et puis je rejoins aussi, je m'excuse, peut-être que je raconte la même chose, ce qu'a dit Jean-René Fournier tout à l'heure, mais peut-être je le dis d'une autre manière. Il a dit que ces gens-là, beaucoup de ces officiers, enfin des militaires, notamment les militaires de carrière, ont été trompés par les politiques. Si on veut que ça continue à fonctionner, et puis si on veut garder une vraie armée de milices, alors ce qui est important, c'est que les politiques, il y en a quelques-uns, surtout un qui est maintenant évidemment au front, qui doit participer, il l'a décrit à cette réflexion, on doit leur donner, c'est clair, une stratégie claire, des missions claires, et puis des moyens adaptés. Parce qu'on a trompé pas seulement les militaires, on nous a trompés nous. Parce qu'on est quelques-uns ici, il y a quelques années, à être allés voter pour allouer des moyens à l'armée, puis on nous a tous trompés. Et la majorité qu'on croit bourgeoise, c'est là qu'il faudrait peut-être faire attention à qui on élit, tout parti confondu, hein, tout parti confondu, je ne suis pas en train de faire de la politique politicienne ici, il faudrait peut-être faire attention à ceux qu'on élit, et puis élire à l'avenir des gens qui tiennent leurs promesses par rapport à ça, puis qui arrêtent de tromper le peuple. Et puis, je crois que s'il y a un message à faire passer dans cette campagne pour l'après, parce que moi je crois aussi que quelque part on joue un petit peu à se faire peur, mais pas seulement, parce que comme ça a été dit en début de soirée, chaque voix compte. Pourquoi est-ce que chaque voix compte? Parce que évidemment, s'il y a un score qui est pas mal, mais non, on doit ratatiner cette initiative, c'est ça le message qu'on doit donner, mais il y a quand même un après. Alors l'après, c'est pas de continuer à faire des concessions de type démagogique, mais c'est encore une fois, je crois aussi, de clarifier les objectifs, les missions, puis surtout les moyens, parce que si, les miliciens, je crois qu'une des raisons, parce qu'ils ne sont pas aveugles, ils voient très bien, des commandos d'unité, quand on leur dit de quoi ils vont disposer, de combien de véhicules ils vont disposer à l'entrée en service de leur unité, mais ils croient qu'on se fout de leur gueule. Comment on veut avoir confiance dans la milice quand on ne nous donne pas les moyens de faire le minimum de notre travail? Donc ça, ce sera le principal travail des hommes politiques, surtout à Berne, évidemment, dans l'après, plutôt que de sombrer dans des espèces de rapports plus ou moins démagogiques. Voilà. Oui, j'ai entendu parler, Jean-Luc Cador a dit l'absence de projet pour l'armée. Se trouve que depuis des années 2000, j'ai eu en main un document apparemment officiel émanant du haut de l'armée qui parlait d'une forme d'otanisation, de collaboration de l'armée suisse, de notre armée de milice, avec l'OTAN. Ce document est ultérieur au partenariat pour la paix, qui est en fait l'entrée dans l'OTAN par la petite porte. On nous parle d'autre chose. Et tout ça, il m'a semblé, je ne pense pas me tromper, avec la complicité des plus hauts gradés
de notre armée. Ça venait pas de la base, enfin, disons, de l'intermédiaire, ça venait de très haut. Hein. On voit du reste certaines choses qui se sont passées, qui sont des réalités. Quand on a changé de fusil d'assaut, on a choisi un calibre discutable, hein, mais compatible avec les armées de l'OTAN. 5,56 mm, hein, qui est en fait la balle militaire, l'équivalent de la balle civile de la 223 Remington. Hein, ça marche lui-même. Hein. Déjà aussi, nouvel uniforme, quand même très proche de l'uniforme américain, il y a un certain nombre de choses, on a senti, sans être du tout dans le sérail, hein, qu'on s'apprêtait, donc on s'approchait, hein, de l'OTAN. Et le document dont je fais allusion tout à l'heure, je ne l'ai pas avec moi, je l'ai à la maison, hein, il est relativement épais et très clair. Il explique que, de toute manière, c'est fini, nous aurons une armée qui ne peut plus défendre le territoire suisse. On admet, disons, en préambule, que c'est plus ça, et que pour la défense du territoire suisse, c'est très simple, on peut compter sur les armées étrangères qui sont à gauche, à droite, au sud de notre pays, et que la future mission de l'armée suisse serait, en cas de trouble, hein, d'occuper les territoires voisins, les zones voisines, hein, dans le cadre d'une grande concertation qui paraissait, disons, très vague. C'est complètement à l'opposé de l'armée traditionnelle, dont la plupart d'entre nous avons fait partie. Hein. Et ce document n'est pas quelque chose, disons, qui vient d'une officine annexe ou occulte de l'armée suisse. Il a apparemment, le tronc, été pensé tout en haut. Hein. Voilà ce qui se passait. Maintenant, évidemment, le débat a changé dans le sens qu'on ne s'est pas occupé du budget, comme l'a dit monsieur le conseiller aux États. Hein, on a essayé de réduire les dépenses, donc les effectifs. Maintenant, il y a cette initiative pour transformer en sorte d'armée de volontaires, armée de métier. Mais qu'en est-il de cette totanisation sournoise, hein, de notre armée de milice, que personnellement, disons, je ne saurais accepter? Oui, je vous remercie, mais c'est exactement mon opinion, donc j'ai là. Et si vous voulez, si vous dépouillez un peu les revues militaires, eh bien vous voyez souvent des officiers généraux aussi qui s'expriment dans le sens que vous venez de dire, absolument. Et puis alors les manœuvres de l'OTAN où assistent des officiers suisses, on se fait des mamours, c'est admirable, sous-entendu, nous voulions définitivement collaborer. Ça c'est évident. Il y a une chose que je voulais vous dire, j'ai oublié. Une lueur d'espoir, si vous voulez, mais je ne devrais peut-être pas le nommer parce que c'est ambigu. L'Autriche a eu l'année dernière, en novembre 2012, exactement le même problème. Il a fallu voter, alors la question était simple, vous voulez la suppression de l'armée ou non? L'armée autrichienne est en partie de milice, mais c'est un système différent. C'est une armée de cadres, 20 000 professionnels, et le reste, c'est des miliciens. Tout le monde donnait cette consultation comme perdue pour les partisans de l'armée. On disait qu'il y aura 32-33% de votants et ça sera repoussé à 65-70%. Oh, divine surprise, il y a eu 62% de votants, donc tout d'un coup une renaissance pour la militaire, et il y a eu, je crois, 61% pour le maintien de l'armée de cadre, ce qu'on appelle une armée de cadre autrichienne. Et tous les Länder ont voté pour le maintien de l'armée, sauf un, évidemment, c'est Vienne-la-Rouge qui a voté contre. Et là, il y a eu quand même une grande surprise. Tout d'un coup, un peuple relativement indifférent aux questions militaires, qui n'a pas la même tradition moderne militaire que la Suisse,
brusquement se réveille. Il y a un sentiment quand même, il faut quelque chose pour nous protéger. Et eux sont alors, ce qu'ils vont faire maintenant de cette armée, ben, c'est le problème qui se pose pour nous aussi en fait. On verra maintenant dans quelle direction ils vont aller. Et oui, puis la deuxième chose, c'est M. Schluder qui vient de me souffler sur l'oreille, je ne voulais pas en parler pour raccourcir, mais vous vous souvenez qu'il y a encore quelques années, le président Sarkozy avait lancé cette idée d'union méditerranéenne. Nous allions, nous, les Européens, tendre la main aux pays du Maghreb et d'Afrique du Nord. Et regardez, 10 ans après, la décomposition est totale. Guerre civile tout juste terminée en Algérie, guerre civile en Libye, guerre civile quasiment là en Égypte, guerre civile en Syrie, trouble en Turquie, et la couronne nord de la Méditerranée, tous les États qui l'abordent ne sont pas des États faillis, je ne dirais pas jusque-là, mais avec une problématique économique écrasante. La Grèce, évidemment, l'Italie, évidemment, la France, évidemment, l'Espagne, évidemment, et juste sur la façade lusitanienne, le Portugal également. Et là aussi, c'est alors au niveau géostratégique important, un chantre mou, un cancer qui est en train de s'installer sur notre flanc stratégique sud. Et ça aussi, c'est une menace qu'il faudrait prendre très au sérieux. Oui, c'est très intéressant comme débat. Je voulais rebondir sur ce que vous venez de dire. En effet, si évidemment je vais soutenir cette initiative, je suis plutôt optimiste quant à, et là je ferai mon petit contradicteur socialiste, je ne suis pas socialiste, qui consiste à dire que la Suisse se porte bien. Je vais toutes les semaines sur les tabelles de l'OCDE et laissez-moi vous dire, la Suisse c'est bien, mais nous sommes petits, il faut donc composer, vous l'avez dit, vous voyez, etc. Concernant l'armée, et un de mes plus grands regrets, vous pouvez m'informer là-dessus, c'est que notamment, si l'armée traditionnelle doit s'adapter aussi, et d'ailleurs Willy Mourer a très bien dit dans une interview, je crois dimanche, l'artillerie, les tanks, c'est passé, au service de renseignement, et à cet égard, j'ai prolongé, moi je suis simple soldat, pendant 20 ans, le service obligatoire, volontaire. Pourquoi? J'ai été incorporé à la DIPRA, à la division d'information presse et radio. Et là, j'ai pu mesurer, avant les volontés de Sarkozy, c'est-à-dire il y a près de 20 ans, que le concept géostratégique suisse était extraordinaire. Mais moi, à l'époque, je les ai pris pour des folos. Ils avaient examiné l'ensemble des troubles qui existent maintenant. Ils avaient fait un scénario très militaire, c'est-à-dire que tous ces millions, comme en Syrie, 1 million de réfugiés, les réfugiés du Maghreb montaient le long de la vallée du Rhône, venaient ici, troublaient l'ordre, voire même s'emparaient de ce territoire, etc. C'était un gros problème. Et moi, j'avais estimé que c'était un scénario un peu fou. Voilà. Mais enfin, on devait travailler sur ces informations, informer le public par ce système. La DIPRA a été supprimée. Alors, avec ces services annexes. Et ça, c'est, à mon avis, quelque chose d'effarant, parce que là, doit s'opérer la géostratégie. Alors, ma question est, vous êtes historien, est-ce que depuis qu'on m'a dit un jour par lettre, la DIPRA supprimée, vous restez désormais chez vous, quelles raisons ont motivé à un moment donné la suppression de cet office, y compris à l'élaboration des concepts politiques, fortement, c'est indispensable d'avoir ça avant d'avoir une armée, c'est de savoir qui va préparer quelque chose, comment ça va jouer. Alors, est-ce que là, il y a quelque chose, vous savez pourquoi, la véritable raison, pourquoi on a supprimé tout ce pont qui me paraissait à moi, en tout cas, capital, et qui justifiait les 20 ans de volontariat, en plus des problématiques. Écoutez, bon, je ne peux pas prendre spécifiquement le cas suisse, mais je sais que dans d'autres armées, dans les services de renseignement qui sont souvent très divisés, vous avez des tendances à l'optimisme, des tendances au pessimisme, et actuellement, tout ce qui sonne pessimiste est mis de côté. Enfin, c'est des organes, l'armée française, que je connais bien, des organes qui disent attention, on est dans une phase très dangereuse, l'islamisation de la France, par exemple, eh bien, ces services
on les met sur la touche. On leur fait faire autre chose. On ne publie pas leurs résultats, ou alors dans des revues tellement confidentielles qu'elles foutent pas ça. Donc l'homme n'aime pas voir la vérité ensemble, malheureusement. L'homme n'aime pas voir les menaces qui l'entourent. L'homme aime rêver. C'est pour revenir aux socialistes. Et il a fallu 1936 pour que les socialistes comprennent en Suisse ce qu'était la nature de M. Hitler et pour adhérer à l'effort de défense nationale. Donc tout ce qui gêne, tout ce qui dérange, on le met de côté. Et par exemple, dans l'affaire Kadhafi, où nous avons été quand même menacés, où un chef d'État a dit il faudrait atomiser la Suisse. Il l'a dit, c'est quand même énorme. Là, nos chers amis européens autour de nous, qui s'indignent autrement pour un rien, un petit souffle militariste auquel Europe, eh bien, il n'y a pas eu aucune protestation, rien du tout. Au contraire, on nous a même embêtés sur le blocage des visas et tout ça. Et là, c'est ce que je te dis, on n'est pas aimés non plus. Moi, je dis que les Suisses ne sont pas aimés, et pour une raison très simple, on est des premiers de classe. On n'aime pas les premiers de classe. Moi, je me souviens à l'école, je détestais le futur professeur Fulpius, recteur de l'université de Genève. Il était brillant, il était le premier, il était le chouchou des maîtres d'école. Toute la classe le détestait. Et bien, c'est un peu ça, la Suisse, n'est-ce pas? On est économiquement, socialement, politiquement, on est quand même un exemple tout à fait magnifique, avec bien entendu des défauts, il y en a. Et on n'aime pas le premier de classe. On n'aime pas le premier de classe. Et quand vous pensez qu'il y a 2 ministres allemands, précisément allemands, dont un a osé dire, socialiste, un a osé dire, à une certaine époque, on serait occupé autrement de la Suisse, Troisième Reich. Et un autre a osé dire, il faudrait leur envoyer la cavalerie US pour chasser ces Indiens. Personne de toute la bien-pensance gauchisante ne s'est pas indigné de ces propos totalement politiquement incorrects. On croit véritablement rêver. Et je vous dis, la Suisse n'est pas aimée. Et il y a, dans le débat autrichien sur la milice, un type me dit, Gustavien, me dit, mais vous êtes, d'une façon méprisante, vous êtes un patriote suisse. Ah, je lui dis, monsieur, non, je ne suis pas un patriote suisse, je suis un nationaliste suisse. Et alors, j'étais étonné, il faut savoir par le mot, ces gens. Et je lui dis, oui, je pense, mon opinion intime, c'est que la Suisse mérite de dominer le monde. Parce qu'un pays qui a inventé l'ovomaltine, le rivella et le cénovis est véritablement le meilleur pays du monde. Il est resté comme deux ronds de flanc. Il faut les prendre à ce niveau-là. Et... Madame? Je n'ai pas de souvenir d'école de lecture à vous donner comme la plupart des hommes qui ont assisté à cette séance, mais j'aurais un conseil à vous demander. Comment est-ce que nous pourrions, nous, inciter les femmes à aller voter? Bonne question. Bonne question. Très bonne question, voilà. Oui. Très bonne question. Alors malheureusement, je ne suis pas dans le sérail ou dans le gynécée. Comment les inciter? Bon, parce qu'on fait ce soir en expliquant, en discutant. J'ai eu un intervenant, c'était à Morges, qui m'a dit, ma femme ne voulait pas, m'a dit ça ne m'intéresse pas. Et je voterai, je voterai oui, parce que l'armée, là. Et le bonhomme lui a dit, je ne connais pas le bonhomme, il m'a dit, lis les pages temps du bouquin de Langendorf, elle les a lus, et la dame lui a dit, ah oui, bien, maintenant j'irai voter non. Travail d'information, mais il faut encore que cette information passe, qu'elle se diffuse, et voilà. Et vous avez des femmes qui sont absolument réfractaires, mais pathologiquement, n'est-ce pas, cette idée de soutenir une armée, quelle que soit. J'ai une fille qui a une 50aine d'années, elle, je lui dis, va voter pour le maintien de l'armée de milice,
c'est la crise hystérique, l'armée fasciste. C'est très difficile, c'est très très difficile. Il faudrait que des femmes militaires, des femmes politiques s'engagent. Parce que nous, on va dire de toute façon, vous êtes des hommes, donc on ne vous écoute pas. Mais c'est extrêmement, extrêmement difficile. Il y avait, c'était alors à Genève, la commandante, c'est une femme de la place de Genève, qui nous a justement très bien parlé de la manière dont on peut convaincre les femmes, discuter avec elles, elle est militaire de carrière. Mais simplement, c'est une parmi très peu d'autres, voilà, c'est ça le problème. Mais effectivement, votre question m'embarrasse dans la mesure où je ne peux pas vraiment y répondre honnêtement. Il faudra quand même songer. Oui, j'y songe, mais multiplier les conférences, il faudrait se faire inviter par des clubs féminins ou par des sections féminines de partis politiques, par des éclaireuses, ce qu'on peut faire. Oui, nous on a fait pour chaque canton, on a invité tous les parlementaires dans la conférence du canton. Sur le canton de Vaud, on n'avait personne, sauf une femme. Suzette Sandeau, elle est arrivée, mais elle a dégommé tout le monde. Elle est arrivée de façon vraiment proactive en disant, voilà, moi, j'aimerais, ou je suis confronté à ce type de questions, aidez-moi à y répondre, parce que je n'ai pas la réponse, notamment sur les fameux, l'armée qui tire sur la foule, parce que c'est toujours un petit peu ce truc qui ressort au niveau ça. Mais demain, par exemple, demain soir, nous, on va appuyer une conférence des femmes sur la défense à Lausanne. Ben, c'est elles qui montent au créneau. Donc les femmes moi je les trouve bien motivées. Vous étiez la première ce soir, vous étiez avant tout le monde. Je pense que les femmes sont bien là. Elles sont peut-être plus là que certains messieurs. Donc, je ne suis pas tout à fait négatif là-dessus. Après, c'est vrai que la femme, on a un cas là où la femme, c'est aussi une mère qui voit son garçon qui va à l'armée, qui pourrait un petit peu protéger. On a vu, vous étiez que dans les bons, parce que vous avez eu que des gens qui voulaient faire de l'armée, mais on voit comment ça peut changer, la mentalité. Aujourd'hui, on est dans une période, les gars qui ont fait des études, c'est la carrière. Donc l'armée, c'est pas le moment. Ils nous gonflent avec cette armée, c'est une promotion que j'ai pas, c'est une occasion que j'ai pas. Après, il y a le gars qui dit, oui, mais non, mais moi j'ai envie d'aller avec les copains, moi l'armée, ça me plaît pas. Il y a toujours des moments, mais ça peut changer. Vous avez parlé, M. Ribordi, qu'on était le meilleur élève et tout. Moi, j'ai commencé à regarder sur la crise financière qu'on est en train de vivre, et Genève est bien touchée, et on ne s'en rend pas assez compte. Les statistiques qui sont arrivées sur les surfaces disponibles de bureaux. Donc Genève, c'est un truc où il n'y avait rien disponible. Une année sur l'autre, plus 60% de bureaux libres sur une année. Donc il faudra qu'on se réveille. On sera toujours le meilleur élève parce que c'est pire encore ailleurs, mais je veux dire, ça se dégrade très vite. Et si je prends, alors pas géopolitiquement, mais si je prends le canton de Genève où la ville est de gauche et le canton de droite, il y a quelques capitalistes qui payent pour toute la gauche qui vit à crédit là-dedans. Si tous ces quelques rares qui avaient les moyens n'ont plus les moyens, ben, on pourrait peut-être commencer à avoir certaines révoltes dans le milieu ouvrier genevois. Et on a parlé l'autre jour il y a quelqu'un qui avait mis ce truc en disant ce monsieur-là qui s'était retranché là, du côté de Bienne, tout seul, il a mobilisé presque l'armée pour lui tout seul. On imagine qu'il y en ait 3 ou 4. Ensuite, juste pour des gars isolés, on est déjà complètement dépassé. Donc il y a des choses. Je vais encore répondre à madame, puisque ça me tarbuste un peu d'avoir une expérience personnelle. J'ai une fille qui a 24 ans, qui est une autre fille, qui fait le seul métier en Suisse pour lequel l'armée est restée obligatoire. Donc, elle a fait, alors je vous laisse deviner le métier que c'est, donc elle a fait l'armée, complètement, elle y est partie, elle est en renaclant, elle m'a dit, elle avait déjà une formation de très haut niveau, elle m'a dit ce qu'on a appris à l'armée, en qualité, en efficacité, ça déplaçait tout ce que j'avais vu avant. Et au bout de X mois d'armée, elle est rentrée tout à fait enthousiaste en disant, ben voilà, effectivement, merci
d'avoir fait cet arrêt. Donc ça, c'est peut-être des exemples qu'il faut cesser de citer. Quant au métier, je vous laisse deviner, je vous offre une bouteille de vin, si vous le trouvez. C'est pas prostitué, hein. Là, enfin non, je voulais pas la réponse du métier, non, c'est pas ça. Non, mais on dit comment toucher, madame, vous dites les femmes, comment toucher les jeunes qui n'ont plus cette culture historique, etc. Mais on doit aussi poser nous la question, est-ce qu'on n'utilise pas aussi les mauvais moyens? Parce qu'on fait des conférences, et je vous félicite pour le travail que vous faites. Mais on a toujours eu des convaincus en face. On est tous ici convaincus, on n'avait pas besoin de cette séance pour savoir comment voter le 22. Est-ce qu'on n'utilise pas les mauvais moyens? Est-ce que, je constate que nos adversaires sont dans les journaux, sont dans les médias, sont dans la télévision, dans les radios, et nous on fait des conférences. À des convaincus. À des convaincus. Alors est-ce que le lobby des citoyens, est-ce que vous y avez réfléchi? Est-ce que vous êtes présent dans ces médias-là, qui sont écoutés par les jeunes, qui sont lus par les dames, etc. Alors on est petit, donc petite structure, peu de moyens, donc c'est difficile d'être sur tous les combats. Ce que nous on a fait, c'est qu'on a proposé à tous les journaux de faire des annonces pour dire qu'il y a une présentation. On vient du côté apolitique, on a proposé à tous les partis politiques de venir. Alors, on voit, on a des chefs de partis politiques ou des choses comme ça, on a eu des espèces de mini-propositions de soutenir, mais jamais de venir. Donc, même dans ceux qui sont convaincus, on n'a pas grand monde. Les journaux, on a essayé de faire. Alors, M. Rivoli, il a même essayé du côté de Morges, puisqu'on a fait ça au château, on a essayé de faire des endroits symboliques. D'ailleurs, on a commencé par le château de Morges parce que c'est le patrimoine. On a été chez le général Dufour parce que c'est un homme qui a quand même été 4 fois général. On a quand même nommé 4 fois pour défendre le pays. La première fois à 60 ans, quand même, donc c'était pas un tout jeune. Et puis qu'il y avait cette notion du service public. Puis aujourd'hui, on est dans la protection civile, qui est aussi un des éléments image forte. Mais il n'y a personne qui veut publier. Ils ne veulent même pas publier le fait de venir parler autour de la salle. Et là, nous, ce qu'on a fait, on a dit on le fait quand même, parce que dans ceux qui sont là autour de la salle, on ne veut pas juste des gens qui disent « moi je vais voter et je sais ce que je vais voter ». Moi, ce que j'ai besoin aujourd'hui, c'est qu'on aille se mobiliser pour aller vers les autres. Ça, c'est pas tellement dans la mentalité de notre mentalité. On reste, c'est notre sphère privée, on ne va pas emmerder les autres avec ça. Mais là, on touche sur un truc qui ne devrait même pas... Enfin, je l'ai dit au début, je trouve impensable qu'on vienne là-dessus. Mais c'est aussi parce que l'armée est venue dans une situation tellement liquéfiée qu'on amène ce genre de débat. Si on renforce l'armée, si on en fait une armée crédible, eh ben, on n'aura plus ce genre de... parce qu'on sait que ça ne passera pas. Là, maintenant, on se met quand même en doute, on n'est pas tellement tranquille, quand même. Et c'est exactement comme l'Alex Weber, où on se dit, ben, tous les gars, ils vont dire, ouais, c'est facile, puis ils restent chez eux, et puis le lièvre à la tortue, et puis voilà, et puis ils vont passer d'une longueur. Ça, c'est... Nous, on est venus convaincre ceux du milieu. Mais avec vous, l'idée, c'est aussi de donner des arguments, parce qu'on a vu les arguments des autres, il y a la mauvaise foi, mais il y a un certain nombre de choses aussi, malheureusement, qui tiennent la route. Et donc, il faut qu'on arrive aussi à poser ces questions, puis qu'on arrive aussi à amener des réponses. Oui, je voulais juste, merci, je voulais juste demander, M. Rivoli, sur votre préoccupation au sujet de la DIPA. Vous avez d'autant plus raison qu'il suffit d'entendre les informations, la désinformation, en route ce soir même, pour nous préparer une guerre meurtrière en Syrie dès demain, dès les jours à venir. Et je le regrette, mais c'est ainsi, on constate tous les jours, que l'usage du verbe au conditionnel n'est plus d'usage dans les médias. Nous savons à qui appartiennent les gaz, qui les a utilisés, et un manichéisme total, en noir et blanc. Bref, nous sommes dans la désinformation. Donc le rôle de la DIPA aujourd'hui serait d'autant plus important. Première remarque. Deuxième remarque, vous, messieurs les politiques, Marc, monsieur Angendorf, qui serait certainement appelé sur les médias, je suggère un modeste argument en face de nos ennemis, entre guillemets,
c'est de rappeler que le paradoxe des socialistes, puisqu'ils seront globalement pour cette initiative, qu'ils trahissent leur propre idéal de la protection de l'idée que le peuple puisse avoir une voix en cas de conflit majeur. Donc ils se tirent une balle dans le pied par l'aspect boboisation dans lequel sombrent les États européens en particulier. Donc mon idée, ce serait de développer dans le cadre d'un débat public que les premiers perdants, ce sont les élites socialistes qui prétendent défendre le peuple en leur enlevant ce droit d'initiative de fait que nous avons lorsque nous sommes intégrés à l'armée. L'armée américaine le sait, elle n'aurait jamais fait la guerre d'Irak si elle avait eu les fils de la bourgeoisie américaine à Berkeley et ailleurs qui a stoppé net la guerre du Vietnam, comme vous le savez certainement. Voilà. Merci. Si jamais, parce qu'on va peut-être aller pour l'apéro si on veut boire quelque chose, moi je propose qu'on aille à côté prendre une verrée. Il y a certains livres qui sont là pour ceux qui veulent, pour dédicacer. Moi j'aimerais juste remercier, et puis je demanderai après aux gens des partis politiques différents de dire en 2 mots les mots de la fin, peut-être juste en tournée. Et puis j'aimerais donc remercier Monsieur Berger, Monsieur Ray pour leur organisation. Et puis je donne vous pouvez peut-être commencer le tour. Peut-être le dernier mot de la fin aux politiciens. On espère que ce ne soit pas le début de la fin. Bon, ben, le message est clair ce soir, hein, quand on entend les conférenciers. Et puis la remarque aussi de mon ami Nicolas Morin, c'est que ici dans cette salle, j'ai pas de souci. Mais c'est en sortant de la salle, essayer de convaincre un maximum de personnes. Au moins d'en faire un thème. Parce qu'on entend pas beaucoup parler pour l'instant. On a pas quelques interviews radio qui sont plus ou moins bien dirigées. Mais je pense qu'il faut surtout en faire un thème, parce que le citoyen, si on nous parle de ce thème-là, je suis persuadé qu'il sera attentif et qu'il ne commettra pas la bêtise de supprimer notre armée de milice, qui est partie intégrante non seulement de notre culture politique, mais notre raison d'être au centre de l'Europe. Merci. Voilà. Monsieur Ador. J'ai rien de très original à ajouter, si ce n'est que je pense que tous les politiciens, surtout ceux qui ont de longues traditions derrière eux, savent que ceux qui ont eu l'habitude de faire la tournée des bistrots, dans les villages, etc., où ils ne rentrent guère que des convaincus, c'est toujours bien de mobiliser les siens, puis c'est nécessaire. Ça commence par là. Il faut d'abord mobiliser les siens, et puis bon, ensuite, on peut... Parce que mobiliser les siens, c'est ce qu'on peut espérer d'une soirée comme celle-ci, puis c'est pour ça que je crois qu'elle est quand même utile, c'est qu'on peut en espérer que cette soirée est en effet multiplicateur. Si on incite les gens, pas simplement, comme ça a été dit, à aller voter juste, mais à aller faire voter juste, on n'aura pas, pour vous, travailler pour rien, puis pour nous, écouter pour rien. Voilà. Je veux dire 2 mots. Donc, en tant que mère de famille, j'estime que notre rôle, c'est surtout aussi de faire attention à ce que tous nos enfants aillent voter. Et c'est ça le rôle des femmes du premier, des parents et des enfants, c'est qu'elles fassent en sorte que personne n'oublie voter. Merci. On a beaucoup de PLR, je ne sais pas s'il y a des PLR dans la salle. Ah ben voilà. Bonsoir à tout le monde. Donc nous, au niveau du PLR, je crois que la position elle est très claire. Le parti radical suisse engagé fortement pour l'armée a pris position sur effectivement contre cette initiative. Et nous-mêmes allons prendre une décision au niveau du comité directeur demain soir. Ce sera pas un coup, mais ce sera un corps d'initiative aussi. Et puis on fera tout le tam-tam nécessaire auprès de nos membres et sympathisants, notamment de l'Assemblée générale qu'on aura avant cette votation pour tirer un maximum, notamment sur les sonnettes d'alarme en disant c'est pas gagné d'avance, pensez à les faire. Et je me réjouis de réouvrir le débat, ce cauchemar passé, sur une armée d'avenir, où l'armée en fait ne se liquéfie pas, parce que non seulement je ne suis pas que politicien, j'ai aussi fait de nombreux jours de service, et puis il faut aussi se rendre compte et bien être conscient qu'aujourd'hui dans le corps des officiers et dans le corps de la troupe qui rentre à la maison, c'est plus la même chose que
dans les années 90 ou avant. Donc je me réjouis de venir au débat et ce cauchemar passe. Alors, je dirais que le PLR doit aussi faire un grand travail de mobilisation, parce que je crois que les jeunes PLR doivent être pour l'initiative, d'après ce que j'ai compris. Donc c'est pas gagné dans vos propres rangs. Donc je pense que là, par exemple, pour ce soir, on avait l'appui de tout le monde officiellement sur votre site. On a des PDC, des PLR, des UDC, mais on est 30 personnes. Donc si c'est comme ça la mobilisation, moi j'ai des gens qui m'ont dit on a envoyé 500 mails, 1000 mails. En fait, j'ai l'impression qu'il y a toute la population qui a été arrosée. Mais on peut dire, il y a Studer qui fait une conférence, puis on dit, il faut qu'on aille parce qu'il y a Langendorf qui vient raconter un truc, il faut qu'on y aille. C'est pas tout à fait le même message, et on n'a peut-être pas tout à fait le même nombre de publics. Je vous remercie. On maîtrise que le ballet. Hein, c'est déjà pas mal, si il y avait plus dans le ballet. Merci. Merci beaucoup. Voilà, alors comme dit, c'est une conclusion, on nous attend pour l'apéro, je reçois un message, le personnel sa patience. Désespéré. De suivre ceux qui savent. Merci. Parce qu'on a loupé tous les deux. Je sais pas, c'est moi quand je suis